Le marteau frappa le mur de béton dans un bruit sourd, qui sembla résonner plus longtemps que de raison. Mike Chen essuya la sueur de son front et plissa les yeux à travers les particules de poussière qui dansaient dans la lumière de l'après-midi, filtrant par les fenêtres brisées du vieil entrepôt de Copper Ridge. Quelque chose clochait dans ce son. 32 ans dans la construction lui avaient appris à reconnaître quand le béton cachait un secret, et ce mur était sans aucun doute creux. C'était le 15 septembre 1995, et le projet de rénovation de ce qui allait devenir le premier centre commercial de Copper Ridge s'était déroulé sans accroc jusqu'à cet instant. L'entrepôt était resté vide depuis la fin du boom minier, au début des années 70. Ses fenêtres barricadées, son intérieur abandonné au temps et aux rongeurs. Le sol en béton était fissuré, taché par des décennies de négligence, et l'air portait cette odeur de renfermé si particulière aux bâtiments qui respirent leur propre poussière depuis trop longtemps. Mike avait démoli des dizaines de structures similaires à travers le Montana, mais lorsque sa masse traversa ce mur en apparence solide, le projet prit une tournure qui allait réveiller des fantômes vieux de 30 ans. Derrière la fausse paroi se trouvait une cavité d'environ 1,20 m de large sur 1,80 m de profondeur, méticuleusement construite et scellée avec une précision qui suggérait une planification minutieuse plutôt qu'une dissimulation hâtive. L'air qui s'en échappa portait une odeur métallique mêlée à quelque chose que Mike ne put identifier, quelque chose qui lui noua l'estomac de malaise. Le faisceau de sa lampe de poche fendit l'obscurité, et ce qui l'illumina le fit reculer involontairement. Son partenaire, Jake Morrison, raconta plus tard que le visage de Mike était devenu blanc comme la neige des montagnes et que ses mains tremblaient lorsqu'il appela pour avoir plus de lumière. 27 lingots d'or reposaient, empilés avec une précision militaire sur des étagères en bois. Chacun avait la taille d'un livre de poche, mais pesait bien plus lourd que n'importe quel livre. L'or avait été affiné par des professionnels, sa surface lisse et impeccable, à l'exception de petites estampes pressées dans le coin de chaque lingot. Les mains de Mike tremblaient, tandis qu'il soulevait le premier, sentant son poids invraisemblable et lisant les initiales gravées dans le métal. FS. Le suivant portait les lettres BM et le troisième TF. Si vous suivez ce genre d'affaires, vous savez que les découvertes les plus innocentes cachent parfois les plus sombres secrets, et cette chaîne enquête sur des affaires classées que les forces de l'ordre ont oubliées pour de bonnes raisons. Le poids de ces 27 lingots d'or racontait une histoire de richesse dépassant tout ce que la petite ville du Montana avait jamais connu. Chaque lingot représentait des mois d'extraction, d'affinage et de préparation, un travail qui exigeait des ressources et une expertise bien au-delà de ce que n'importe quel mineur individuel pouvait posséder. Mike se surprit à les compter et les recompter, comme si le nombre pouvait changer, comme si cette découverte pouvait d'une manière ou d'une autre devenir moins réelle. Les étagères en bois témoignaient d'une construction soignée, avec des assemblages à queue d'aronde et des ferrures en laiton qui parlaient de permanence et non de stockage temporaire. Lorsque le shérif Patricia Hayes arriva à l'entrepôt 2 heures plus tard, elle trouva Mike et Jake assis dans un silence stupéfait à l'extérieur du bâtiment, aucun des deux hommes n'étant capable d'expliquer pourquoi la découverte les avait si profondément affectés. L'après-midi de septembre s'était rafraîchi, mais les deux hommes semblaient indifférents au vent de la montagne qui cinglait leurs chemises de travail. Les lingots d'or avaient été photographiés sous tous les angles, catalogués avec la précision méthodique que Hayes avait acquise en 23 ans de carrière, et placés sous scellés dans des sacs à preuves qui semblaient bien dérisoires pour contenir quelque chose d'une telle importance. Hayes fixa longuement ses initiales avant que le souvenir ne refasse surface. FSBM. TF.
Des lettres qui déclenchèrent quelque chose dans les replis de sa mémoire, une connexion qui semblait importante, mais restait juste hors de sa portée. Ce n'est qu'en retournant au poste et en commençant à fouiller dans les vieux dossiers, ses doigts parcourant des décennies de chemises cartonnées et de rapports carbone, que le lien se cristallisa avec une clarté terrifiante. Le néon grésillait au-dessus de sa tête, tandis qu'elle sortait un mince dossier intitulé « Personne disparue, octobre 1965 ». Ses coins jaunis par le temps et son contenu assez maigre pour lui briser le cœur. L'équipe scientifique déterminerait plus tard que l'or avait été affiné à l'aide de techniques non disponibles à Copper Ridge dans les années 1960. Les niveaux de pureté et la composition chimique suggéraient un équipement industriel valant des centaines de milliers de dollars, des machines qu'aucune exploitation minière locale ne possédait. Mais cette nuit-là, alors que Hayes était assise seule dans son bureau, le rapport de disparition vieux de 30 ans étalé devant elle, elle sut que la masse de Mike Chen avait fait plus qu'abattre un mur. Elle avait rouvert une blessure qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. L'automne 1965 avait été sans pitié pour Copper Ridge, Montana. Des neiges précoces avaient piégé la petite communauté minière contre les Rocheuses, tandis que les températures chutaient des semaines avant la normale, et les hommes de la Blackstone Mining Company enchaînaient les doubles gardes pour atteindre les quotas avant que l'hiver ne rende les routes de montagne impraticables. La mine tournait 24 heures sur 24 durant ces dernières semaines, son entrée brillant comme une bouche crachant du feu dans l'obscurité glaciale, la vapeur s'élevant des profondeurs où la sueur humaine rencontrait le froid de la montagne. Frank Sullivan avait alors 34 ans, un mineur vétéran dont les mains sûres et l'approche méthodique faisaient de lui le chef naturel de toute équipe affectée aux galeries les plus profondes. Ses doigts calleux pouvaient lire les formations rocheuses comme du braille, sentant les faiblesses et les forces qui décidaient si des hommes vivraient ou mourraient à 300 mètres sous terre. Margaret Sullivan était enceinte de 7 mois de leur 3e enfant, et Frank parlait de plus en plus souvent d'installer la famille à Denver, où les écoles offraient des avenirs qui ne dépendaient pas de ce que la montagne voulait bien céder chaque jour. Il économisait dans une boîte à café cachée derrière la chaudière, des pièces et des billets s'accumulant pour un rêve qui semblait chaque mois un peu plus tangible. Bobby Martinez portait des rêves différents dans son cœur de 28 ans. 5 années sous terre lui avaient permis de verser un acompte pour le ranch Henderson, 15 hectares de pâturage bordant Willow Creek. Elena Santos avait déjà dit oui à sa demande en mariage, et il prévoyait une cérémonie au printemps, avec une lune de miel en Californie, que Bobby décrivait à quiconque voulait bien l'écouter. Son enthousiasme était contagieux, son rire résonnant dans les puits de mine, même pendant les gardes les plus dangereuses. Elena raconta plus tard aux enquêteurs que Bobby avait semblé inhabituellement excité dans les jours précédant le 14 octobre, parlant de quelque chose de grand qui allait accélérer leur projet de mariage, sans jamais expliquer ce qu'il voulait dire. Tom Fisher, le plus jeune des 3 à 26 ans, possédait une compréhension presque surnaturelle des explosifs qui lui avait valu le respect de mineurs 2 fois plus âgés que lui. Sa précision avec la dynamite était légendaire. Il pouvait fracturer des formations rocheuses qui avaient bloqué d'autres équipes pendant des semaines, créant des passages là où aucun ne semblait possible, tout en maintenant des normes de sécurité qui frôlaient de l'obsession. Tom vivait seul dans la pension de Madame Patterson, près de l'entrée de la mine, envoyant la majeure partie de son salaire à ses parents vieillissants dans le Wisconsin, tout en rêvant de lancer sa propre exploitation minière. Sa chambre était meublée sobrement, mais méticuleusement organisée, chaque chose à sa place, reflétant la même attention aux détails qui le rendait inestimable sous terre. Le 14 octobre 1965 commença comme n'importe quel autre garde de nuit. Les 3 hommes
arrivèrent à l'entrée de la mine à 22h45 précises, 15 minutes avant le début officiel de leur service, comme à leur habitude. Carl Weber, le superviseur de nuit, les enregistra personnellement, notant dans son rapport quotidien que Sullivan, Martinez et Fisher étaient affectés à la section C, la zone la plus profonde et la plus productive de la mine. La section avait livré des échantillons de minerais exceptionnels la semaine précédente, assez riches pour justifier les précautions de sécurité supplémentaires requises pour les travaux d'excavation en profondeur. Weber déclara plus tard au shérif Douglas que les 3 hommes avaient semblé normaux cette nuit-là, fatigués par les doubles gardes consécutives, mais dévoués à leur travail. Frank avait mentionné que la grossesse de Margaret se passait bien, et Bobby avait montré une lettre d'Helena décrivant les essayages de sa robe de mariée. Tom, d'un calme caractéristique, avait simplement hoché la tête lorsque Weber lui avait expliqué leur mission et avait rassemblé son équipement avec la précision méthodique qui définissait son approche en toute chose. La mission dans la section C exigeait les compétences spécialisées des 3 hommes. L'expérience de Frank pour lire les formations rocheuses instables, la force et l'endurance de Bobby pour le travail physique d'extraction du minerai, et l'expertise de Tom avec les explosions contrôlées nécessaires pour accéder aux gisements les plus riches. Ils descendirent ensemble dans le monte-charge de service, leurs lampes frontales créant des cercles de lumière dansant qui disparurent peu à peu dans les entrailles de la montagne. À 7h du matin, le 15 octobre, lorsque le superviseur de l'équipe de jour, Robert Hayes, le père de Patricia, descendit dans la section C pour la relève de routine, il découvrit une scène qui allait le hanter pour le reste de sa vie. Les perforatrices pneumatiques étaient silencieuses, leurs mèches encore tièdes d'une utilisation récente. 3 gamelles restaient fermées sur une table improvisée faite de bois de mine. 3 tasses en métal encore tièdes portaient l'empreinte de lèvres. Des effets personnels gisaient éparpillés sur le sol de la galerie, comme si leur propriétaire les avait simplement posés en plein milieu d'une tâche avant de s'en aller. Mais Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher s'étaient volatilisés, aussi complètement que si la montagne les avait avalés. La galerie ne montrait aucun signe d'effondrement ou de défaillance structurelle, aucune tache de sang sur le sol rocheux, aucun vêtement déchiré suggérant une lutte ou un accident. Les hommes avaient simplement cessé d'exister quelque part dans l'obscurité entre 23h et 7h du matin, ne laissant derrière eux que le murmure de questions qui allèrent résonner dans les chambres vides de la section C pendant des décennies. Hayes appela immédiatement la surface, sa voix crépitant à travers le système de communication primitif, avec une urgence qui fit venir le shérif Douglas à la mine en moins de 20 minutes. Mais 20 minutes suffirent pour que la nouvelle se répande dans la communauté soudée de Copper Ridge, assez longtemps pour que Margaret Sullivan arrive à l'entrée de la mine, serrant son ventre arrondi, assez longtemps pour qu'Helena Santos commence une veillée qui durerait 30 ans. Le shérif Wade Douglas avait été élu pour protéger Copper Ridge à peine 18 mois, avant que Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher ne disparaissent dans les ténèbres de la montagne, et le poids de son inexpérience pesait sur lui comme la neige d'octobre qui commença à tomber 3 jours après la disparition des hommes. À 31 ans, Douglas était plus jeune que 2 des mineurs disparus, un fait que Margaret Sullivan lui rappelait chaque fois qu'elle se présentait à son bureau, les yeux cernés et la bouche pleine de questions auxquelles il ne pouvait répondre. Le bureau du shérif de Copper Ridge se composait de Douglas, d'un adjoint qui était aussi le seul agent de la circulation de la ville, et d'une répartitrice qui travaillait à temps partiel à l'épicerie. Leur salle d'épreuve était un placard à balais reconverti au sous-sol du palais de justice, et leur capacité scientifique se limitait à prendre des photos et à relever des empreintes avec du matériel acheté sur catalogue.
Lorsque Douglas descendit dans la section C le 16 octobre, armé d'un appareil photo emprunté et d'un carnet, il était déjà dépassé avant même que ses bottes ne touchent le sol de la galerie. L'intérieur de la mine racontait une histoire que Douglas n'avait pas l'expérience nécessaire pour déchiffrer. Les gamelles abandonnées ne révélèrent aucune empreinte autre que celle de leur propriétaire, ce qui ne prouvait rien. La mèche de la perforatrice, encore chaude, suggérait une utilisation récente, mais Douglas ne pouvait déterminer si les hommes travaillaient normalement ou s'ils avaient été interrompus. Plus grave encore, le sol rocheux de la galerie ne conservait aucune empreinte, aucune trace de sang, aucun signe de lutte qui aurait pu indiquer ce qui s'était passé durant ces heures cruciales, entre 11 heures du soir et 7 heures du matin. Douglas photographia tout avec une détermination méthodique, mais chaque flash de son appareil n'illuminait que de nouvelles questions. Des tasses de café à moitié vides reposaient sur la table improvisée, leur contenu encore assez chaud pour fumer dans l'air frais de la galerie. Des objets personnels étaient éparpillés, mais non saccagés. Le portefeuille de Bobby contenait 47 $ et une photo d'Elena Santos. La veste de Tom était soigneusement accrochée à une poutre de soutènement. Le bouchon du thermos de Frank reposait à côté de son sandwich intact. La scène ne suggérait ni violence ni fuite, mais plutôt une interruption inexplicable qui avait fait que 3 mineurs expérimentés avaient tout simplement cessé d'exister. Le premier obstacle majeur de l'enquête vint d'une source inattendue. La Blackstone Mining Company elle-même. Moins de 72 heures après la disparition, des cadres de Denver arrivèrent à Copper Ridge avec des avocats, des experts en assurance et un mandat de l'entreprise visant à minimiser une publicité qui pourrait nuire à la réputation ou au cours de l'action de la société. Le superviseur de la mine, Carl Weber, se vit réaffecté à des tâches administratives, officiellement pour aider à l'enquête, mais en réalité pour limiter ses contacts avec les forces de l'ordre. Les responsables de la compagnie insistèrent sur le fait que les disparus avaient probablement quitté leur poste volontairement, suggérant des problèmes personnels ou des difficultés financières qui auraient pu les motiver à abandonner leur travail. Douglas subissait des pressions de toutes parts, alors qu'octobre tirait vers novembre. Margaret Sullivan organisa des battues qui ratissèrent les flancs de la montagne autour de la mine, des volontaires risquant l'hypothermie et les avalanches pour chercher la moindre trace des disparus. Elena Santos hantait quotidiennement le bureau du shérif, son désespoir silencieux plus dévastateur que ne l'auraient été des larmes. Les familles exigeaient des réponses que Douglas ne pouvait tout simplement pas fournir avec ses ressources et son expérience limitée. La météo devint l'ennemi le plus impitoyable de Douglas. Les premières tempêtes hivernales ensevelirent les preuves potentielles sous un mètre de neige, rendant les recherches en extérieur impossibles et contaminant toute trace que les disparus auraient pu laisser hors de la mine. Les températures en montagne chutèrent à moins 30 degrés, créant des conditions qui préserveraient les preuves organiques, mais rendraient leur découverte pratiquement impossible jusqu'au dégel printanier. Douglas savait que le temps détruisait son dossier à chaque heure qui passait, mais il se sentait impuissant. La pression de la compagnie s'intensifia lorsque les journaux locaux commencèrent à couvrir l'histoire. Les dirigeants de Blackstone craignaient que la publicité négative n'affecte leur capacité à attirer des travailleurs, compte tenu de la nature dangereuse de l'exploitation minière en profondeur. Ils suggérèrent que l'enquête de Douglas était inutilement approfondie pour ce qui n'était probablement qu'un cas d'abandon de poste, soulignant que les mineurs partaient fréquemment sans préavis lorsque de meilleures opportunités se présentaient. La compagnie proposa de fournir des experts en sécurité pour aider à l'enquête, des spécialistes qui, sans aucun doute, donneraient la priorité aux intérêts de l'entreprise plutôt qu'à la vérité. À Thanksgiving 1965,
L'enquête de Douglas était au point mort. Aucune preuve matérielle n'existait au-delà du chantier abandonné, aucun témoin n'avait vu les hommes quitter la mine, aucun corps n'avait été découvert malgré des recherches exhaustives dans les zones accessibles. L'angoisse des familles restait palpable. Mais Douglas avait épuisé toutes les pistes d'investigation dont disposait son petit service. Le 1er décembre 1965, il déposa son rapport final, classant l'affaire comme « personne disparue, non résolue », et rangea le mince dossier dans une armoire qui ne serait pas rouverte avant 30 ans. Cet échec hanta Douglas pour le reste de sa carrière. Il savait que 3 familles méritaient le mieux, que Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher avaient été victimes 2 fois. D'abord de ce qui s'était passé dans la section C, et ensuite d'une enquête trop limitée et inexpérimentée pour découvrir la vérité. Lorsqu'il prit sa retraite en 1987, Douglas admit en privé à son successeur que l'affaire des mineurs disparus représentait son plus grand regret professionnel, une blessure qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. Le laboratoire de la police scientifique du Montana, à Helena, avait traité des milliers d'échantillons en 23 ans d'existence, mais les 27 lingots d'or découverts dans l'entrepôt de Copper Ridge présentaient des défis qui poussaient les capacités de l'établissement à leurs limites. Le docteur Sarah Mitchell, la métallurgiste en chef du laboratoire, n'avait jamais rencontré d'or affiné à un niveau de pureté aussi extraordinaire en dehors des installations de la monnaie fédérale. Et la composition chimique des lingots suggérait des procédés industriels qui n'existaient tout simplement pas dans le Montana rural des années 1960. Chaque lingot pesait précisément 15 onces troy, indiquant des normes de fabrication qui exigeaient un équipement sophistiqué et des mesures de contrôle qualité rigoureuses. La pureté de l'or atteignait 99,97%, un niveau qui nécessitait des techniques d'affinage spécialisées impliquant des fours à haute température et des procédés chimiques dont la mise en œuvre coûtait des centaines de milliers de dollars. L'analyse préliminaire du Dr Mitchell révéla des oligo-éléments qui servaient d'empreintes digitales, des signatures microscopiques pouvant identifier la source du minerai brut et les méthodes spécifiques utilisées pour atteindre une pureté aussi remarquable. La découverte la plus significative eut lieu lorsque Mitchell soumit de minuscules échantillons de chaque lingot à une analyse par spectrométrie de masse. Le profil des oligo-éléments révéla des ratios isotopiques correspondant à des gisements d'or trouvés dans le nord du Nevada, à environ 650 km au sud-ouest de Copper Ridge. L'or provenait de formations géologiques complètement différentes de celles trouvées dans la région des Rocheuses du Montana, ce qui signifiait que le minerai brut avait été transporté sur de longues distances avant d'être affiné. Cette conclusion éliminait d'emblée la Blackstone Mining Company comme source, puisque ces opérations ne s'étaient jamais étendues au-delà des environs immédiats de Copper Ridge. Plus troublante encore fut la découverte de résidus de platine incrustés dans la structure cristalline de l'or, preuve de procédés d'affinage utilisant des creusets en platine et un équipement spécialisé valant plus que le budget de fonctionnement annuel de la plupart des petites compagnies minières. La signature du platine était si distinctive que Mitchell put réduire les sources possibles à moins de 12 installations industrielles opérant dans l'ouest des États-Unis dans les années 1960. Aucune de ces installations ne se trouvait au Montana, et la plupart étaient liées soit à l'industrie aérospatiale, soit à des opérations gouvernementales de haute sécurité. Le shérif Patricia Hayes se rendit personnellement à Helena pour examiner les conclusions de Mitchell, espérant que la science pourrait enfin fournir les réponses qui avaient échappé à l'enquête pendant 3 décennies. Ce qu'elle apprit dans le laboratoire de Mitchell, en ce froid matin de février 1996, changea fondamentalement sa compréhension de l'affaire. Les 27 lingots d'or n'étaient pas le produit de l'exploitation minière locale ou d'un vol à petite échelle.
Il représentait le fruit d'une organisation criminelle sophistiquée, dotée de ressources qui éclipsaient tout ce que l'on avait pu soupçonner dans la disparition de Copper Ridge. L'analyse de Mitchell révéla d'autres détails troublants. Un examen microscopique montra que chaque lingot portait des marques d'outils provenant de la même matrice d'estampage, indiquant que les initiales FS, BM et TF avaient été appliquées par quelqu'un ayant accès à un équipement de métallurgie de précision. Les poinçons avaient été créés spécifiquement pour ces lingots, suggérant une préméditation et une planification minutieuse plutôt qu'un marquage spontané. La profondeur et la régularité des impressions nécessitaient des matrices de qualité industrielle qui auraient coûté des milliers de dollars à fabriquer dans les années 1960. La datation au carbone de résidus organiques, trouvés dans des rayures microscopiques à la surface des lingots, confirma que l'or avait été affiné et estampillé entre 1963 et 1967, une période qui encadrait la disparition des mineurs avec une précision glaçante. Le matériau organique semblait être des particules de bois, provenant peut-être des caisses d'expédition ou des matériaux de stockage utilisés pour transporter l'or jusqu'à sa cachette dans l'entrepôt de Copper Ridge. Les preuves scientifiques brossaient le tableau d'une opération bien plus complexe et dangereuse que quiconque ne l'avait imaginé en 1965. Quelqu'un disposant de ressources financières considérables et de relations criminelles avait utilisé les identités de Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher pour marquer des lingots d'or valant des millions de dollars, puis avait caché ce trésor dans un endroit qui ne serait découvert que 30 ans plus tard. La précision et la sophistication impliquées suggéraient des liens avec le crime organisé ou des opérations de renseignement d'envergure nationale. Le rapport final du Dr Mitchell incluait une recommandation qui fit immédiatement passer l'affaire au-delà de la juridiction locale. Le FBI tenait des bases de données sur le trafic de métaux précieux qui pourraient contenir des informations supplémentaires sur la source de l'or du Nevada et les installations industrielles capables d'atteindre de tels niveaux de pureté. L'affaire était passée d'une enquête locale pour personnes disparues à une possible conspiration fédérale impliquant la contrebande d'or, le crime organisé et 3 hommes qui étaient probablement morts parce qu'ils avaient été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Quand Hayes retourna à Copper Ridge avec les conclusions de Mitchell, elles portaient plus que des preuves scientifiques. Elles portaient le poids de la certitude que Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher avaient probablement rencontré quelque chose de bien plus dangereux qu'un accident minier. Les lingots d'or portant leurs initiales n'étaient ni des trophées ni des coïncidences. C'étaient des marqueurs, des signatures laissées par des criminels qui voulaient que les futurs découvreurs comprennent exactement quelle mort avait financé cette fortune cachée. Les 27 lingots représentaient le prix du sang au sens le plus littéral du terme, le paiement d'un silence qui avait été garanti par le meurtre plutôt que par la confiance. Quelqu'un avait estampillé ces lingots avec les initiales des mineurs comme un message, une déclaration froide que les morts ne parlent pas et ne laissent aucun témoin pour menacer des entreprises criminelles soigneusement bâties. L'inspectrice Lisa Hamilton arriva à Copper Ridge le 12 mars 1986 avec une mallette remplie de rapports scientifiques et 31 ans d'expérience qui lui avaient appris à reconnaître une affaire qui sentait mauvais dès le départ. La police d'État du Montana l'avait affectée à la révision de l'affaire classée après la demande d'assistance du shérif Hayes, mais la première impression d'Hamilton sur la ville suggérait que certains secrets avaient été enterrés si profondément que les déterrer pourrait nécessiter plus que des badges et des mandats. Les bureaux administratifs de la Blackstone Mining Company étaient fermés depuis 1978. Mais Hamilton découvrit que les archives de l'entreprise étaient censées être stockées dans un entrepôt climatisé près d'Helena.
Lorsqu'elle se présenta à l'entrepôt, munie d'une ordonnance du tribunal, le responsable des lieux l'informa que les dossiers de Copper Ridge avaient été détruits lors d'une élimination de routine effectuée à peine 6 mois plus tôt, soit 3 mois à peine après la découverte des lingots d'or. Le timing était trop parfait pour être une simple coïncidence, et l'attitude nerveuse du responsable laissait supposer qu'il en savait plus qu'il ne voulait l'admettre sur l'urgence de cette destruction. L'enquête d'Hamilton sur les archives disparues l'amena jusqu'à Maria Santos, une ancienne secrétaire de Blackstone qui avait travaillé dans les bureaux de la société dans les années 1960. Santos, désormais âgée de 73 ans et vivant dans une maison de retraite à Billings, prétendit d'abord ne se souvenir de rien concernant l'affaire des mineurs disparus. Mais quand Hamilton mentionna les lingots d'or portant leurs initiales, quelque chose changea dans le regard de la vieille femme. Une lueur de reconnaissance, aussitôt suivie d'une peur que des décennies n'avaient pas réussi à effacer. Après 3 visites et d'innombrables tasses de café insipide, Santos finit par révéler qu'elle avait conservé des copies personnelles de certains documents de l'entreprise, des dossiers qu'elle avait emportés chez elle, au cas où, durant les derniers mois chaotiques qui précédèrent la faillite de Blackstone. Cachés dans son grenier depuis près de 20 ans, se trouvaient des fiches de paye, des plannings de travail et des notes de service interne qui peignaient un tableau bien différent des derniers jours des mineurs que celui présenté dans l'enquête officielle. Les documents révélaient que Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher recevaient des paiements supplémentaires provenant d'un compte anonyme, des virements qui n'apparaissaient pas sur leurs fiches de paye habituelles de Blackstone, mais qui figuraient dans les registres comptables de la société sous la mention « honoraires de consultation ». Ces paiements avaient commencé en septembre 1965 et devaient se poursuivre mensuellement jusqu'en décembre, mais le compte avait été clôturé immédiatement après la disparition des hommes. Les montants étaient considérables, près du double de leur salaire habituel, suggérant qu'ils accomplissaient des tâches supplémentaires qui exigeaient à la fois une compensation et le secret. Plus troublantes encore étaient les notes internes que Santos avait conservées, des communications entre les dirigeants de Blackstone et des parties externes non identifiées concernant des opérations spéciales qui nécessitaient des mineurs d'une discrétion absolue et d'une fiabilité éprouvée. Les notes faisaient spécifiquement référence à la section C, notant que la zone offrait des conditions idéales pour des activités qui ne pouvaient être menées dans des parties plus accessibles de la mine. Une note, datée du 10 octobre 1965, contenait cette phrase glaçante. « Les opérations de nettoyage doivent être terminées avant que l'hiver ne restreigne l'accès. » Les entretiens d'Hamilton avec les habitants de Copper Ridge, encore en vie, firent remonter des souvenirs qui avaient été soigneusement enfouis pendant 3 décennies. Hélène Rodriguez, qui vivait près de l'entrée de la mine en 1965, se souvint soudain d'avoir vu une activité de véhicules inhabituelle dans les semaines précédant la disparition des mineurs, des berlines de luxe et des camionnettes qui n'appartenaient à personne du coin, des véhicules qui arrivaient après minuit et repartaient avant l'aube. Elle avait mentionné ces observations au shérif Douglas à l'époque, mais elles n'étaient jamais apparues dans le moindre rapport officiel. Thomas Mackenzie, un ancien employé de Blackstone licencié quelques jours seulement avant la disparition, avoua à Hamilton qu'il avait été témoin de quelque chose qui hantait encore ses nuits 30 ans plus tard. Dans la nuit du 13 octobre, Mackenzie était retourné à la mine pour récupérer des outils dans son casier quand il avait aperçu des hommes en costume coûteux inspectant la section C en compagnie du superviseur de la mine, Karl Weber. Ces hommes n'étaient ni des mineurs, ni des cadres de la société. Leurs mains propres et leurs vêtements de ville les désignaient comme des étrangers, qui parlaient à voix basse de préparatifs finaux et de la nécessité d'éliminer les complications. Le poids psychologique de la réouverture de ces souvenirs était palpable dans chaque entretien mené par Hamilton. Les résidents
qui avaient vécu avec des questions sans réponse pendant 30 ans, se retrouvaient confrontés à la possibilité que leur communauté ait abrité des secrets bien plus sombres qu'un simple accident minier. Certains avouèrent des soupçons qu'ils n'avaient jamais exprimés, la peur que prendre la parole aurait pu faire d'eux les cibles de la force, quelle qu'elle soit, qui avait emporté les 3 mineurs. Margaret Sullivan Fisher. Elle s'était remariée en 1972, mais avait gardé le nom de son premier mari en deuxième prénom, accepta de rencontrer Hamilton dans sa maison de Denver, où elle avait déménagé pour fuir les rappels constants de sa perte. La femme qui ouvrit la porte paraissait bien plus âgée que ses 67 ans, ses yeux portant cette fatigue si particulière, celle qui naît de 3 décennies de prières sans réponse. Quand Hamilton lui montra les photos des lingots d'or gravés des initiales de Frank, Margaret pleura pour la première fois depuis les funérailles. Une cérémonie sans corps, sans point final, sans vérité. L'entretien dura 4 heures, au cours desquelles Margaret révéla des détails sur les dernières semaines de Frank qu'elle n'avait jamais partagés avec les enquêteurs de l'époque. Son mari paraissait de plus en plus tourmenté en octobre 1965, se réveillant de cauchemars qu'il refusait de décrire et faisant des allusions énigmatiques à des choses qui n'allaient pas dans la mine. Le 12 octobre, Frank avait demandé à Margaret de préparer des sacs d'urgence pour la famille, lui disant qu'il pourrait avoir besoin de quitter Copper Ridge rapidement. Quand elle l'avait pressé de questions, Frank avait seulement répondu que certaines mines recelaient plus que de l'or, et que parfois, les mineurs déterraient des choses qu'il valait mieux laisser enfouies. L'implication du FBI commença par un simple appel téléphonique, le 3 avril 1996, lorsque le rapport de métallurgie du Dr Sarah Mitchell atterrit sur le bureau de l'agent Robert Chen, un vétéran de l'unité de lutte contre le crime organisé du bureau, fort de 20 ans de service. Chen avait passé sa carrière à traquer les opérations de contrebande de métaux précieux, qui servaient souvent d'artère financière aux organisations criminelles. Les signatures isotopiques de l'or du Nevada dans les lingots de Copper Ridge firent immédiatement écho à des affaires sur lesquelles il avait enquêté à travers l'Ouest américain. Les recherches de Chen dans les bases de données révélèrent un schéma qui s'étendait bien au-delà des frontières du Montana. Entre 1962 et 1968, les forces de l'ordre de plusieurs États de l'Ouest avaient documenté des transactions d'or suspectes impliquant du minerai raffiné à un niveau de pureté exceptionnel. Un or qui partageait les mêmes signatures isotopiques que celui des lingots de Copper Ridge. Les transactions avaient été retracées jusqu'à un réseau de compagnies minières légales, qui semblait servir de façade à une opération illégale de blanchiment d'or, traitant du minerai volé dans des installations de raffinage sophistiquées. L'ampleur de l'opération devint plus claire à mesure que Chen compilait les renseignements de multiples agences fédérales. La division des enquêtes criminelles du fisc avait identifié au moins 14 compagnies minières dans 6 États, dont les chiffres de production étaient incohérents avec leurs capacités opérationnelles. Ces sociétés prétendaient extraire et raffiner de l'or avec des équipements qu'elles ne possédaient pas, en des quantités qui dépassaient leurs activités minières déclarées. Ces écarts suggéraient que de l'or brut était acheminé, via ces entreprises légales, pour masquer son origine illégale. Les archives de surveillance du bureau, datant des années 1960, révélèrent des liens entre plusieurs de ces compagnies et des associés connus de familles du crime organisés basés à Las Vegas et Los Angeles. Le réseau de contrebande d'or servait apparemment un double objectif: convertir des métaux précieux volés en actifs intraçables et fournir des façades commerciales légales pouvant blanchir l'argent d'autres entreprises criminelles. La sophistication de l'opération indiquait une coordination entre plusieurs familles du crime et l'implication de responsables corrompus au sein de l'industrie minière. L'enquête de l'agent Chen Mit, au jour des documents financiers
qui brossait un portrait inquiétant du véritable rôle de la Blackstone Mining Company dans ce réseau. Bien qu'étant une exploitation relativement modeste dans une ville isolée du Montana, Blackstone avait traité dans ses registres près de 4 fois plus d'or que ses activités minières ne pouvaient raisonnablement en produire. Les livres de compte de la société montraient des livraisons régulières de minerais bruts en provenance du Nevada, de Californie et d'Arizona. Des cargaisons qui n'avaient jamais été déclarées aux autorités minières de l'État ni aux agences de régulation fédérales. La révélation qui transforma la compréhension de Chen de l'affaire vint de la coopération avec la DEA, qui avait maintenu une surveillance sur des opérations criminelles présumées dans tout le Sud-Ouest durant les années 1960. Les dossiers de la DEA contenaient des photographies et des rapports de renseignement documentant les mouvements de personnel et de matériel entre diverses exploitations minières, y compris plusieurs visites d'associés connus du crime organisé dans des lieux reculés du Montana. Une photographie, prise par surveillance aérienne en septembre 1965, montrait des véhicules de luxe garés devant les bureaux de la Blackstone Mining Company, les mêmes que ceux décrits par Hélène Rodriguez au détective Hamilton. L'analyse de Chen révéla que le réseau avait fonctionné avec une efficacité remarquable jusqu'à la fin des années 1960, lorsque les agences fédérales commencèrent à coordonner plus efficacement leurs enquêtes. L'opération avait apparemment commencé à être démantelée en 1966, plusieurs sociétés cessant leurs activités ou se déclarant en faillite à quelques mois d'intervalle. Ce calendrier suggérait que quelque chose avait compromis la sécurité du réseau, forçant un démantèlement rapide de toute l'opération. Le lien entre Frank Sullivan, Bobby Martinez, Tom Fisher et le réseau criminel au sens large devint terriblement clair lorsque Chen examina les dossiers du personnel d'autres sociétés impliquées dans l'opération de contrebande. De multiples compagnies minières avaient signalé la mort ou la disparition de travailleurs ayant accès à des zones sensibles de leurs exploitations, à la même période où le réseau se dissolvait. Le schéma suggérait une élimination systématique des témoins potentiels qui auraient pu compromettre la sécurité de l'organisation. Les dossiers de renseignement révélèrent que le réseau avait été conçu pour exploiter la nature isolée des exploitations minières de l'Ouest américain. Les lieux reculés offraient des conditions idéales pour traiter l'or volé tout en maintenant une apparence d'activité minière légitime. Les forces de l'ordre local manquaient de ressources et d'expertise pour enquêter sur des crimes financiers sophistiqués, et la nature transitoire des communautés minières signifiait que la disparition de travailleurs passait souvent inaperçue ou était attribuée à la dangerosité du métier. L'enquête de Chen permit d'identifier au moins 37 mineurs, superviseurs et employés de compagnie, morts ou disparus dans des circonstances suspectes entre 1963 et 1968, dans des installations liées au réseau de contrebande d'or. Les décès étaient répartis sur plusieurs États et juridictions, empêchant les différentes agences de police de reconnaître le schéma d'ensemble avant des décennies. La nature systématique de ces éliminations indiquait que l'organisation criminelle était prête à commettre des meurtres à grande échelle pour protéger ses opérations. Les archives financières assemblées par Chen racontaient l'histoire d'une entreprise qui avait généré des centaines de millions de dollars de profits illégaux tout en maintenant la façade d'opérations commerciales légitimes. Les lingots d'or trouvés dans l'entrepôt de Copper Ridge ne représentaient qu'une infime fraction des métaux précieux traités par le réseau, suggérant que des caches similaires pourraient être dissimulées à travers les États de l'Ouest, attendant d'être découvertes par de futurs ouvriers du bâtiment ou enquêteurs. À mesure que son enquête progressait, Chen réalisa que les 3 mineurs disparus avaient probablement été tués non pas pour ce qu'ils avaient volé, mais pour ce dont ils avaient été témoins. Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher
avaient vraisemblablement découvert des preuves de l'opération illégale de traitement de l'or et avaient soit exigé un paiement pour leur silence, soit menacé de dénoncer le réseau aux autorités. L'un ou l'autre de ces scénarios avait signé leur arrêt de mort et garantissait que leur savoir serait enterré aussi définitivement que leur corps. Les lingots d'or portant leurs initiales n'étaient ni des trophées, ni des coïncidences. C'étaient des signatures laissées par des tueurs, pour que les futurs enquêteurs comprennent que les témoins morts ne parlent pas et ne laissent aucune trace susceptible de défaire des entreprises criminelles soigneusement bâties. L'étude par géoradar de la section C avait été l'idée du docteur Jennifer Walsh, une tentative de la dernière chance pour localiser toute preuve physique qui aurait pu survivre 31 ans sous terre. La professeure d'archéologie de l'Université d'État du Montana avait offert son expertise après avoir lu un article sur l'affaire dans le Helena Independent Record. Son équipement détecta l'anomalie le 15 juin 1996, enfouie sous 3 décennies d'éboulements et de débris accumulés dans une galerie latérale effondrée qui n'apparaissait sur aucun plan de la mine. L'excavation exigea une coordination minutieuse entre ingénieurs des mines, experts en médecine légale et spécialistes de la sécurité, conscients des dangers du travail en milieu souterrain instable. Le docteur Walsh supervisa le déblaiement de tonnes de roches et de bois. Chaque pelletée révélait davantage de preuves que quelqu'un avait délibérément provoqué l'effondrement de cette section de la mine. La disposition des débris montrait des signes de démolition contrôlée plutôt que d'un éboulement naturel, avec des résidus d'explosifs incrustés dans les fragments de roches et des poutres de soutien qui avaient été sectionnés avec des outils de coupe de précision. Ce qu'ils découvrirent sous les décombres, le 22 juin, allait hanter toutes les personnes présentes pour le restant de leur jour. 3 squelettes gisaient dans ce qui semblait être des tombes peu profondes, leurs restes disposés avec un soin méthodique qui suggérait une inhumation réfléchie plutôt qu'une dissimulation hâtive. Le docteur Amanda Foster, l'anthropologue légiste en chef de l'État, reconnut immédiatement qu'il ne s'agissait pas des victimes d'un accident minier. Les restes squelettiques portaient des traces de violence que même le temps n'avait pu effacer. L'examen préliminaire de Foster révéla des traumatismes qui racontaient une histoire effroyable. Chaque squelette portait la marque d'une unique blessure par balle à l'arrière du crâne, exécutée avec la précision clinique d'un assassin plutôt qu'avec la violence désespérée d'un crime passionnel. Les orifices d'entrée des balles étaient parfaitement circulaires, indiquant des tirs à bout portant effectués par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. L'analyse balistique déterminerait plus tard que la même arme avait été utilisée pour les 3 exécutions, un revolver de calibre .38 qui ne fut jamais retrouvé. La position des corps fournit une preuve supplémentaire et glaçante de leurs derniers instants. Les 3 hommes avaient été forcés de s'agenouiller avant leur exécution, les mains liées dans le dos, avec une corde qui s'était décomposée depuis longtemps, mais avait laissé des marques révélatrices sur les os des poignets. Le ou les tueurs avaient pris le temps d'arranger la scène, ce qui suggérait non pas un acte spontané, mais une exécution planifiée, menée avec une efficacité quasi militaire. Les effets personnels retrouvés avec les dépouilles confirmèrent les pires craintes de toutes les personnes impliquées dans l'enquête. L'alliance de Frank Sullivan portait l'inscription « Forever, Margaret, 1957 », que sa veuve reconnut immédiatement. La médaille de Saint-Christophe de Bobby Martinez, un cadeau de sa mère lorsqu'il avait commencé à travailler à la mine, pendait encore à son cou malgré des décennies de décomposition. La boucle de ceinture distinctive de Tom Fisher, gravée de ses initiales et achetée pour son 21e anniversaire, apporta la confirmation finale de son identité. L'analyse détaillée du Dr Foster révéla que les exécutions avaient probablement eu lieu dans les heures qui suivirent la disparition des hommes de leur poste de travail. L'absence de blessures de défense suggérait qu'ils avaient été pris par surprise, probablement par quelqu'un en qui ils avaient assez confiance pour le suivre dans cette galerie latérale isolée.
La nature contrôlée de la scène de crime indiquait que leurs assassins avaient une connaissance intime de la configuration de la mine et savaient exactement où des corps pouvaient être dissimulés indéfiniment. L'examen médico-légal mit au jour un détail qui s'avérerait crucial pour comprendre la conspiration dans son ensemble. Des traces d'un adhésif industriel sur les parois du tunnel montrèrent que quelqu'un y avait fixé des bâches en plastique pour étouffer le son et contenir les éclaboussures de sang. Un tel niveau de préparation suggérait des tueurs professionnels qui maîtrisaient à la fois les aspects techniques de l'exécution et la nécessité de laisser un minimum de preuves scientifiques. L'analyse des tissus révéla que les 3 hommes portaient leurs vêtements de travail au moment de leur mort, indiquant qu'ils avaient été tués pendant ou immédiatement après leur service, plutôt qu'enlevés et assassinés ailleurs. La présence de leurs casques et équipements de sécurité laissait penser qu'ils avaient été conduits sur le lieu de leur exécution sous prétexte d'une tâche professionnelle, faisant confiance à leurs tueurs jusqu'aux derniers instants. Le rapport final du Dr Foster concluait que Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher avaient été victimes d'un assassinat coordonné, mené par plusieurs auteurs avec une planification poussée et une expertise professionnelle. La scène de crime ne montrait aucune preuve de vol ou de mobile personnel. Ces hommes avaient été tués parce qu'ils détenaient des informations qui menaçaient quelqu'un d'assez puissant pour ordonner leur exécution, et d'assez sophistiqué pour s'assurer que leur corps ne serait jamais retrouvé. L'effondrement délibéré du tunnel avait été conçu pour enterrer les preuves à jamais, mais les tueurs avaient sous-estimé la persévérance de la science médico-légale moderne et la détermination de ceux qui refusaient de laisser la vérité enfouie. Les 3 mineurs étaient morts en tant que témoins de quelque chose de si dangereux que seul leur décès pouvait garantir leur silence. Mais leurs os avaient finalement trouvé un moyen de parler. L'appel parvint au shérif Hayes à 3h17 du matin, le 9 août 1996. Il provenait du centre de soins Saint-Vincent à Billings, où Carl Weber se mourait d'un cancer du poumon, qui avait finalement eu raison de son corps de 78 ans. L'infirmière de nuit expliqua que l'ancien superviseur de la mine demandait à voir la police, affirmant détenir des informations sur les mineurs de Copper Ridge qu'il devait faire enregistrer avant de mourir. Hayes traversa l'obscurité du Montana, sachant que les confessions sur un lit de mort fournissaient souvent les clés d'affaires restées closes pendant des décennies. Carl Weber n'était plus que le fantôme de l'homme qui avait supervisé la section C en 1965. Son corps était réduit à peine 40 kilos, et sa voix, plus rauque que du papier de verre, était rongée par la maladie qui dévorait ses poumons. Mais ses yeux conservaient de la clarté de celui qui portait un terrible fardeau depuis 31 ans. Et quand Hayes activa son magnétophone près de son lit d'hôpital, les mots de Weber commencèrent à dénouer une conspiration bien plus profonde que quiconque ne l'avait imaginé. La confession de Weber commença par un aveu qui allait recadrer tout ce que les enquêteurs pensaient savoir de l'affaire. Il n'avait pas été un simple superviseur de mine en 1965. Il avait été un informateur rémunéré pour des organisations criminelles qui utilisaient la Blackstone Mining Company comme façade pour des opérations de blanchiment d'or. Son rôle avait été d'identifier des employés fiables à qui l'on pouvait confier des informations sensibles et d'éliminer ceux qui représentaient un risque pour la sécurité de l'opération illégale. L'ancien superviseur révéla que Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher avaient été recrutés en septembre 1965 pour participer à des opérations nocturnes spéciales qui consistaient à traiter de l'or volé provenant de sources à travers tout l'Ouest américain. Les paiements supplémentaires documentés dans les archives de Maria Santos avaient été la compensation de leur silence sur les activités dont ils étaient témoins dans la section C, des activités qui n'avaient rien à voir avec des opérations minières légitimes. Weber expliqua que le réseau de galeries isolées avait été modifié
pour abriter un équipement de raffinage d'or sophistiqué, transporté pièce par l'entrée principale de la mine. L'opération nécessitait des mineurs aux compétences spécifiques, l'expertise de Frank en matière de stabilité des tunnels, la force de Bobby pour déplacer les équipements lourds et la connaissance des explosifs de Tom pour créer des zones de stockage dissimulées. Les 3 hommes avaient été grassement payés pour leur coopération et avaient juré le secret sur ce qu'ils avaient vu. La confession révéla que le réseau criminel avait prévu de cesser ses activités à Copper Ridge en décembre 1965, mais que Frank Sullivan était devenu de plus en plus mal à l'aise avec son implication dans des activités illégales. Weber décrivit une confrontation, le 13 octobre, au cours de laquelle Sullivan avait exigé des paiements supplémentaires et menacé de contacter les autorités fédérales si l'opération n'était pas terminée immédiatement. Cette menace avait scellé son destin, ainsi que celui de ses 2 collègues. La voix de Weber s'affaiblit tandis qu'il décrivait les événements du 14 octobre, mais ses mots portaient le poids de 3 décennies de culpabilité et de peur. On lui avait ordonné de conduire les 3 mineurs dans la galerie latérale isolée, sous prétexte d'inspecter de nouvelles installations. 2 tueurs professionnels attendaient dans l'obscurité. Des hommes dont Weber affirma n'avoir jamais appris les noms, mais dont les visages avaient hanté ses cauchemars pendant 31 ans. L'ancien superviseur admit avoir assisté aux exécutions depuis l'entrée du tunnel, trop terrifié pour intervenir et trop compromis pour rapporter ce qu'il avait vu. Les tueurs avaient forcé les 3 mineurs à s'agenouiller avant de les abattre avec une efficacité clinique, puis avaient passé des heures à disposer les corps et à préparer le tunnel pour un effondrement contrôlé. On avait ordonné à Weber de maintenir les plannings de travail normaux et de signaler la disparition des mineurs à l'arrivée de l'équipe de jour. La confession de Weber révéla l'existence de représentants de la loi corrompus qui s'étaient assurés que l'enquête de 1965 resterait superficielle et sans conclusion. Le shérif Douglas ne faisait pas partie du complot, mais son inexpérience et ses ressources limitées avaient été délibérément exploitées par des individus qui lui fournissaient de fausses informations et détournaient l'enquête des preuves cruciales. Weber admit avoir détruit des registres de la mine et fournit un témoignage trompeur qui avait contribué à enterrer la vérité pendant 3 décennies. L'aspect le plus dévastateur de la confession de Weber concernait sa connaissance d'autres victimes au sein du réseau criminel. Il révéla que des exécutions similaires avaient eu lieu dans des exploitations minières à travers tout l'Ouest américain, une élimination systématique de témoins qui avait coûté la vie à des dizaines de personnes entre 1963 et 1968. Les lingots d'or trouvés dans l'entrepôt de Copper Ridge n'étaient qu'une cache parmi tant d'autres, dissimulés dans toute la région, marqués des initiales de témoins assassinés, dont le silence avait été garanti à jamais. Weber expliqua qu'il était resté silencieux pendant 31 ans parce que l'organisation criminelle avait maintenu une surveillance sur les participants survivants, même après la fin de l'opération. Il avait reçu des visites périodiques de représentants qui lui rappelaient que sa santé dépendait de sa discrétion, des menaces qui l'avaient paralysé de peur, même lorsque le cancer commençait à détruire son corps. Alors que l'aube se levait sur la chambre d'hôpital, la voix de Weber devint de plus en plus faible, mais il parvint à fournir une dernière information qui s'avérerait cruciale pour l'enquête en cours. Il révéla l'emplacement de preuves supplémentaires enterrées dans son jardin. Des photographies, des documents et des effets personnels qu'il avait secrètement conservés comme une assurance pour le jour où la vérité pourrait enfin éclater. Karl Weber s'éteignit à 6h43 du matin, le 10 août 1996, emportant avec lui des secrets qui seraient peut-être restés enfouis à jamais sans cet ultime acte de conscience. Grâce à ses aveux, les enquêteurs purent enfin reconstituer toute l'ampleur de la conspiration. Mais ils confirmèrent aussi que Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher étaient morts en héros
ayant choisi de faire ce qui était juste, même en sachant que cela pourrait leur coûter la vie. Le 15 août 1996, les fouilles dans le jardin de Karl Weber révélèrent la présence d'une caisse de munitions en métal, enfouie à 1 mètre de profondeur sous une roseraie méticuleusement entretenue. Pendant 31 ans, des fleurs avaient éclos au-dessus de la preuve d'un meurtre. L'agent du FBI, Robert Chen, supervisa personnellement les recherches, observant chaque pelletée de terre du Montana les rapprocher de la vérité sur la conspiration qui avait emporté Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher. Lorsque le conteneur en métal corrodé émergea enfin, son contenu allait fournir les dernières pièces d'un puzzle qui avait tourmenté 3 familles pendant plus de 3 décennies. Les photographies à l'intérieur de la caisse racontaient une histoire plus effroyable encore que tout ce que l'on avait pu imaginer. Weber avait documenté toute l'opération de blanchiment d'or avec la précision méthodique de quelqu'un qui savait qu'il pourrait avoir besoin d'une assurance contre ses partenaires criminels. Des clichés en noir et blanc montraient l'équipement de raffinage sophistiqué installé dans la section C, des machines valant des centaines de milliers de dollars, capables de transformer l'or volé en lingots intraçables. Les photographies révélaient une opération professionnelle qui ne ressemblait en rien à la petite compagnie minière que Blackstone prétendait être. Plus accablantes encore étaient les photographies de surveillance que Weber avait prises des dirigeants du réseau criminel lors de leur visite à Copper Ridge. Les images montraient des hommes élégants en costumes coûteux examinant l'installation de raffinage caché, leur visage clairement visible malgré l'éclairage souterrain. La base de données de l'agent Chen sur le crime organisé identifia 3 de ces hommes comme des associés connus de la famille Colombo, tandis que 2 autres avaient des liens avec des casinos de Las Vegas servant de façade pour le blanchiment d'argent de multiples organisations criminelles. Les documents que Weber avait conservés révélaient la structure financière de l'opération avec une clarté glaçante. Des registres comptables détaillés montraient que l'installation de Copper Ridge avait traité plus de 40 millions de dollars d'or volé entre 1962 et 1965, un or provenant de vols dans des compagnies minières, de braquage de fourgons blindés et d'opérations de contrebande internationale. Les 3 mineurs disparus avaient été tués pour protéger une entreprise qui générait plus d'argent en un seul mois que la plupart des entreprises légitimes en une décennie. Les notes manuscrites de Weber offraient un aperçu de la psychologie de l'opération criminelle et de sa propre complicité dans les meurtres. Il avait consigné conversations et réunions avec un soin méticuleux, créant un récit qui révélait comment des gens ordinaires pouvaient devenir complices de meurtres par une série de compromis progressifs et de menaces croissantes. Ces écrits dépeignaient un homme qui, parti d'un statut de petit informateur, était devenu complice d'assassinat, chaque étape étant justifiée par la peur et l'appât du gain. La preuve la plus accablante se trouvait dans les registres de paiement, qui montraient exactement combien valaient les vies de Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher pour leurs assassins. Les livres de compte révélaient que chaque homme avait été tué pour un montant spécifique, le coût pour garantir leur silence permanent sur ce qu'ils avaient vu dans la section C. Le calcul froid impliqué dans la détermination de leur condamnation à mort réduisait 3 êtres humains à de simples lignes de compte dans les dépenses d'exploitation d'une entreprise criminelle. L'analyse des registres financiers par l'agent Chen révéla que les 27 lingots d'or trouvés dans l'entrepôt représentaient le paiement pour l'exécution des mineurs, une transaction qui transformait leur meurtre en actifs tangibles pouvant être stockés et transportés. Les lingots avaient été marqués des initiales des victimes, non pas comme des trophées, mais comme des marqueurs d'inventaire identifiant les morts spécifiques qui avaient généré chaque pièce de cet argent du sang. L'organisation criminelle avait littéralement transformé le meurtre en une marchandise qui pouvait être quantifiée, stockée et finalement récupérée lorsque les circonstances le permettaient. La documentation montrait que des paiements similaires
avaient été effectuées pour des exécutions dans d'autres exploitations minières à travers les États de l'Ouest, créant un réseau de cash dissimulé, servant à la fois de paiement pour services rendus et d'assurance contre de futures poursuites. Des lingots d'or portant les initiales de victimes existaient dans des endroits allant du Nevada au Colorado, chaque cache représentant des vies sacrifiées pour protéger des entreprises criminelles qui opéraient avec une sophistication et une cruauté dignes d'une grande société. Les preuves conservées par Weber révélaient que les mineurs n'avaient pas été tués par cupidité ou par passion, mais pour des raisons commerciales qui réduisaient leur vie à des calculs actuariels. La menace de Frank Sullivan de contacter les autorités fédérales avait représenté un risque inacceptable pour une opération valant des dizaines de millions de dollars, et son exécution avait été ordonnée avec la même efficacité froide qu'un dirigeant d'entreprise utiliserait pour éliminer un actif sous-performant. Bobby Martinez et Tom Fisher étaient morts simplement parce qu'ils possédaient la même connaissance dangereuse, leur meurtre représentant une simple maintenance préventive pour une entreprise criminelle qui ne pouvait se permettre de laisser des témoins. Les profils psychologiques commandés par l'agent Chen révélèrent de la nature institutionnelle de la violence qui avait emporté les 3 mineurs. Il ne s'agissait pas de crimes passionnels ou de désespoir, mais de décisions commerciales calculées, prises par des individus qui avaient systématisé le meurtre comme un outil pour protéger leurs investissements. L'organisation criminelle avait développé des protocoles d'élimination des témoins aussi raffinés que ses techniques de traitement de l'or, avec des procédures établies pour la surveillance, l'exécution et la dissimulation des preuves, minimisant ainsi les risques pour l'ensemble de l'opération. Les registres financiers montraient que les morts des mineurs avaient été des dépenses budgétisées, comptabilisées dans les mêmes livres de compte que les achats d'équipements et les coûts opérationnels. Leurs exécutions avaient été des frais professionnels déductibles d'impôts dans une entreprise criminelle qui opérait avec l'efficacité et la planification d'une société du Fortune 500. Les 27 lingots d'or n'étaient pas seulement la preuve d'un meurtre, ils étaient les reçus pour services rendus dans l'élimination systématique de témoins gênants. Le 12 novembre 1997, Margaret Sullivan Fisher était assise au tribunal fédéral de Helena, ses mains usées par le temps jointes sur ses genoux, tandis qu'elle écoutait la procureure Catherine Walsh décrire comment son premier mari était mort en essayant de faire ce qui était juste. 32 ans après la disparition de Frank, Margaret comprit enfin qu'il n'avait pas abandonné sa famille, ni fui ses responsabilités. Il avait été assassiné parce qu'il avait eu le courage de menacer et de révéler une conspiration criminelle qui valorisait le profit plus que la vie humaine. Le procès fédéral qui s'ouvrit en ce froid matin de novembre représentait plus que la poursuite des membres survivants d'un réseau de blanchiment d'or. Il marquait le moment où 3 familles allaient enfin apprendre la vérité sur des êtres chers qui passaient du statut de personnes disparues à celui de martyrs, des hommes qui avaient payé le prix ultime pour avoir refusé de garder le silence sur les crimes dont ils avaient été témoins. Elena Santos Martinez, alors âgée de 71 ans et toujours célibataire après la mort de Bobby, pleura ouvertement lorsque l'agent Chen décrivit les dernières heures de son fiancé et la bravoure dont il avait fait preuve en choisissant la mort plutôt que la complicité. Les parents âgés de Tom Fisher avaient voyagé depuis le Wisconsin pour assister au procès, leur corps fragile soutenu par la détermination de voir la justice rendue à leur fils, dont les lettres avaient cessé d'arriver en octobre 1965. Les preuves présentées au cours des 3 semaines de procès révélèrent que leur fils, calme et méthodique, avait été le premier à reconnaître la véritable nature de l'opération criminelle, documentant des activités suspectes dans un journal personnel retrouvé parmi les preuves conservées par Carl Weber. Les notes méticuleuses de Tom avaient fourni aux enquêteurs des détails cruciaux sur le calendrier et l'ampleur de l'opération illégale de traitement de l'or.
Les débats au tribunal révélèrent l'impact dévastateur que 32 ans d'incertitude avaient infligé aux familles des mineurs et à la communauté de Copper Ridge. Le docteur Rachel Morrison, une spécialiste des traumatismes qui avait interrogé les membres des familles, témoigna des dommages psychologiques uniques causés par les disparitions non élucidées. Contrairement aux familles de victimes de meurtres confirmés, les proches des mineurs avaient enduré des décennies d'espoir mêlés de désespoir, incapables de faire leur deuil correctement ou de trouver la paix que procure la vérité. Le témoignage de la détective Lisa Hamilton offrit un aperçu des défaillances institutionnelles qui avaient permis au meurtre de rester non résolu pendant 3 décennies. L'enquête de 1965 avait été compromise non par la corruption, mais par l'inexpérience, le manque de moyens et la nature sophistiquée de la conspiration criminelle qui opérait bien au-delà des capacités de la police locale. La vérité était restée enfouie parce que les tueurs savaient exactement comment exploiter les limites des services de police ruraux. Le procès exposa la nature systématique de l'élimination des témoins qui avait caractérisé les opérations du réseau criminel dans tout l'ouest des États-Unis. Le témoignage du FBI révéla que des exécutions similaires avaient eu lieu dans des installations minières de 6 États. Une vague de violence qui avait coûté la vie à au moins 47 personnes entre 1962 et 1968. Les meurtres de Copper Ridge n'étaient pas des incidents isolés, mais les composantes d'une campagne coordonnée visant à éliminer toute personne représentant un risque pour la sécurité de l'organisation. Le témoignage de l'agent Chen décrivit l'opération sophistiquée de blanchiment d'argent qui avait justifié les meurtres des mineurs, une entreprise qui avait traité des centaines de millions de dollars de métaux précieux volés tout en maintenant l'apparence d'opérations minières légitimes. Le réseau criminel avait opéré avec une efficacité d'entreprise, traitant le meurtre comme une pratique commerciale standard, nécessaire pour protéger ses investissements et maintenir sa sécurité opérationnelle. Le témoignage le plus poignant fut celui du docteur Amanda Foster, dont l'analyse médico-légale des restes des mineurs révéla la précision clinique avec laquelle ils avaient été exécutés. Les 3 hommes avaient été forcés de s'agenouiller dans ce tunnel isolé, sachant qu'ils allaient mourir, comprenant que leur engagement à faire ce qui était juste avait scellé leur destin. Leurs derniers instants n'avaient pas été marqués par la panique ou le désespoir, mais par la dignité silencieuse de ceux qui avaient choisi leurs principes plutôt que leur survie. Les tentatives des avocats de la défense de minimiser la culpabilité de leurs clients ne firent que souligner la nature institutionnelle de la violence qui avait emporté Frank, Bobby et Tom. Il ne s'agissait pas de crimes passionnels, mais de décisions commerciales calculées, prises par des individus qui avaient réduit la vie humaine à des écritures comptables dans le budget opérationnel d'une entreprise criminelle. Les lingots d'or portant les initiales des victimes représentaient plus qu'une simple preuve. Ils étaient des monuments à la marchandisation du meurtre. Les peines prononcées en décembre 1997 apportèrent une conclusion juridique, mais ne purent restaurer les décennies de vie volées à 3 familles. Les membres survivants du réseau criminel reçurent de longues peines de prison fédérale, mais beaucoup des véritables assassins étaient morts de causes naturelles au cours des 32 années qui s'étaient écoulées entre les meurtres et le procès. La justice était enfin arrivée, mais elle portait les cheveux gris et les visages ridés des survivants qui avaient attendu des réponses toute une vie. En quittant le palais de justice le dernier jour du procès, Margaret Sullivan Fisher emportait avec elle la certitude que Frank était mort en héros et non en lâche, une vérité qui transforma son chagrin sans pour autant effacer la douleur de 32 années vécues sans lui. Les lingots d'or avaient enfin révélé leur secret, mais le prix de cette révélation s'était mesuré en décennies d'angoisse qui ne pourraient jamais être récupérées ou compensées.
Si vous avez suivi cette enquête, vous comprenez que certaines affaires restent non résolues, non pas par manque de solution, mais parce que la vérité qu'elles contiennent est trop dangereuse pour que certaines personnes permettent sa découverte. L'histoire de Frank Sullivan, Bobby Martinez et Tom Fisher nous rappelle que les héros ne portent pas toujours d'uniforme et ne sont pas toujours reconnus pour leur courage. Ce sont parfois des gens ordinaires qui choisissent de faire ce qui est juste, même en sachant que cela pourrait tout leur coûter.